Imaginez un instant un réseau de transport, mais un réseau bien plus complexe que celui de n'importe quelle grande ville. Un système qui livre sans jamais s'arrêter l'essentiel à des milliards et des milliards de cellules. Eh bien aujourd'hui on va explorer ensemble les rouages de ce système, le système circulatoire. C'est vraiment le défi logistique ultime quand on y pense. Comment est-ce possible de nourrir chaque seconde des milliards de cellules, des neurones du cerveau jusqu'aux muscles des orteils? Eh bien la réponse, elle se trouve dans ce réseau de transport, un réseau d'une efficacité absolument redoutable. Alors entrons dans le vif du sujet. Comment fonctionne ce service de livraison interne? Sur le papier, sa mission a l'air simple, non? Livrer les bons colis aux bons endroits. Sauf que dans la réalité, sa mise en œuvre, c'est une pure merveille de la biologie. Voilà donc sa mission principale. Il faut voir le sang comme un coursier infatigable. Son premier arrêt, c'est l'intestin, hop, on fait le plein de nutriments. Deuxième arrêt, les poumons, pour récupérer une cargaison essentielle de dioxygène. Et après ça, c'est la grande tournée, la livraison générale pour distribuer tout ce carburant à chaque organe du corps. Et forcément, pour gérer tout ce trafic incessant, il faut un centre de contrôle, une véritable plaque tournante. Et cette plaque tournante, c'est une pompe infatigable qui orchestre absolument tout le réseau. On va maintenant visiter le cœur de ce système. Ce qu'il faut tout de suite voir sur ce schéma, c'est un détail qui change tout. Le cœur, en fait, c'est une double pompe. Prenons d'abord le côté droit, celui qui est en bleu. Son rôle, c'est de collecter le sang qui a déjà fait sa tournée, donc le sang pauvre en oxygène, et de l'envoyer directement au poumon pour qu'il se recharge. Pendant ce temps-là, le côté gauche, en rouge, il fait le travail inverse, il reçoit ce sang tout neuf, plein d'oxygène, et le propulse avec une force incroyable dans tout le reste du corps. On a donc bien deux pompes qui travaillent côte à côte, en parfaite synchronisation. Et d'où vient toute cette puissance ? Eh bien, elle vient du myocarde, c'est le muscle cardiaque. Chaque contraction, c'est une impulsion phénoménale, tellement puissante qu'elle est capable d'envoyer le sang circuler dans des kilomètres et des kilomètres de vaisseau. C'est lui, le véritable moteur de tout le système. Mais alors, comment cette double pompe fait-elle pour que les deux types de sang ne se mélangent pas? Le secret, c'est cette paroi qu'on voit juste au milieu, la cloison. Il faut l'imaginer comme un mur complètement étanche. Son unique rôle est d'empêcher le sang riche en oxygène et le sang, disons, usé, de se croiser. Et c'est justement cette séparation parfaite qui garantit que les organes reçoivent uniquement du sang de la meilleure qualité possible. D'accord, mais il reste un problème. Comment s'assurer que le sang avance toujours et ne recule jamais? Pour ça, il y a des sortes de portes de sécurité, les valvules. Elles fonctionnent exactement comme des clapets anti-retour ou des portillons de métro si on veut. Elles s'ouvrent pour laisser passer le sang et se referment aussitôt pour l'empêcher de faire marche arrière. C'est un système tout simple, mais crucial pour que le trafic aille toujours dans la bonne direction. Bon, maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement de la pompe, il est temps de s'intéresser aux autoroutes sur lesquelles circule le sang. Et là, petite surprise, il n'y en a pas qu'une seule. En réalité, il y a deux grandes boucles, deux circuits bien distincts, mais qui sont bien sûr totalement connectés. Ce schéma est parfait pour visualiser ces deux circuits. D'un côté, on a ce qu'on appelle la petite boucle, la circulation pulmonaire. C'est un trajet très court, juste un aller-retour du cœur au poumon. Sa mission, faire le plein d'oxygène. Et de l'autre côté, on a la grande boucle, la circulation générale. Et là, c'est un voyage beaucoup plus long, qui part du cœur pour aller livrer cet oxygène absolument partout, dans les moindres recoins de l'organisme. Pour résumer, il faut vraiment voir ça comme un travail d'équipe. La circulation pulmonaire, c'est l'équipe ravitaillement. Son job, aller chercher l'oxygène au poumon. Et la circulation générale, c'est l'équipe livraison. Elle prend ce sang tout frais et le distribue partout, du cerveau jusqu'aux orteils, avant de ramener le sang vide à la base. Et le cycle recommence. Alors, jusqu'ici, on a vu la vue d'ensemble, le plan général. Maintenant, on va faire un zoom avant, un très gros zoom pour regarder ce qui se passe à l'échelle d'un seul et unique battement de cœur. Qu'est-ce qui se passe concrètement à chaque pulsation? Juste pour donner une idée du rythme, au repos, un cœur moyen bat environ 70 à 75 fois par minute. Si on fait le calcul, ça représente plus de 100 000 battements par jour. 100 000, sans jamais prendre de pause. Et chaque pulsation, c'est une séquence mécanique d'une précision absolument incroyable. Et tout ce cycle, il dure moins d'une seconde et se décompose en 3 phases très rapides. Première étape, la systole auriculaire. C'est très bref, les oreillettes se contractent juste pour pousser le sang vers les ventricules, juste en dessous. Deuxième étape, la plus importante, la systole ventriculaire. Là, c'est la grosse contraction, la plus puissante, celle qui éjecte le sang avec force dans les artères. Et enfin, troisième étape, la diastole générale. Tout le cœur se relâche, se détend et se remplit de sang, prêt à recommencer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce rythme mécanique est en fait commandé par de minuscules impulsions électriques. Et c'est justement cette activité électrique que l'on peut enregistrer avec un électrocardiogramme, un ECG. Sur ce tracé, on peut littéralement voir le battement se dessiner.
La petite vague, l'onde P, c'est le signal de la contraction des oreillettes. Et l'énorme pic, le complexe QRS, eh bien ça, c'est le signal de la contraction surpuissante des ventricules. C'est en quelque sorte la signature électrique de la vie. Bon, ce système est incroyablement robuste, c'est vrai, mais il n'est pas infaillible. Alors, voyons un peu ce qui se passe quand des problèmes, des embouteillages surviennent sur ces autoroutes si vitales. Le problème, c'est que tout ça commence souvent de manière très silencieuse, très insidieuse. Pour tout un tas de raisons, des dépôts de graisse commencent à s'accumuler sur la paroi intérieure des artères. Au tout début, c'est totalement invisible, on ne sent absolument rien. Mais avec le temps, ces dépôts s'agglomèrent, ils durcissent, et ils finissent par former ce qu'on appelle une plaque d'athérome. C'est un peu comme du calcaire dans un tuyau. Et comme on le voit bien ici, le diamètre de l'artère se réduit. Forcément, le sang a de plus en plus de mal à passer. Et là, on arrive à un point critique. Le vrai danger, c'est quand cette plaque devient instable et se fissure. Le corps, lui, ne fait pas la différence. Il perçoit une blessure et il lance son programme d'urgence pour la réparer, la coagulation. Sauf que là, en voulant bien faire, il déclenche une réaction en chaîne qui peut être fatale. Un caillot de sang se forme donc juste sur la plaque qui s'est fissurée. Le problème, c'est que si ce caillot grossit au point de boucher complètement l'artère, eh bien le flux sanguin s'arrête net. Et si ça arrive dans une des artères qui alimente le cœur lui-même, c'est ce qu'on appelle un infarctus, la crise cardiaque. Le muscle du cœur, privé d'oxygène, commence tout simplement à mourir. Alors, qu'est-ce qui peut bien favoriser ce processus dangereux? Malheureusement, les facteurs de risque sont assez connus. Il y a une alimentation trop riche, le manque d'activité physique, le stress chronique et bien sûr le tabagisme. Chacun de ces éléments, à sa manière, contribue jour après jour à abîmer nos artères. Heureusement, la médecine a des solutions pour déboucher ces tuyaux. Quand une artère est vraiment trop rétrécie, on peut faire ce qu'on appelle une angioplastie. L'idée, c'est d'insérer un minuscule ballonnet jusqu'à la zone bloquée. Une fois en place, on le gonfle, ce qui vient écraser la plaque contre la paroi. Et pour être sûr que ça reste ouvert, on laisse sur place une sorte de petit ressort en métal, un stent, qui maintient l'artère bien large et permet au sang de circuler à nouveau normalement. Mais bien sûr, la meilleure solution, la plus efficace de toutes, ça reste la prévention. Et les clés au fond sont assez simples et accessibles. Manger plus sainement, bouger régulièrement et ne pas fumer. Ce sont des choix de vie qui ont un impact direct et vraiment puissant sur la santé de nos artères. Finalement, tout ce réseau si vital, cette mécanique d'une précision extraordinaire, son avenir dépend aussi de nos actions. La vraie question à se poser est donc celle-ci. Quel choix fait-on, jour après jour, pour protéger ce système et lui permettre de nous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible ?